Alors, bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Véronique Maltais, puis j'animerai ce webinaire aujourd'hui. Avant de laisser la parole à la présentatrice des conférencières, j'ai quelques consignes d'usage. Donc, au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, vous pouvez cliquer sur l'icône bulle en bas à droite. Donc, la période de questions se fera à la toute fin de la présentation. Et puis, finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Donc, je laisse maintenant la parole à Evelyne Dufault. Bonjour tout le monde, je m'appelle Evelyne Dufault, je suis directrice de recherche de la division durabilité forestière au Centre de foresterie des Laurentides. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce 5e webinaire de la 37e saison des colloques du SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui, qui s'intitule La notion de dépendance envers la forêt revisitée, regard sur les relations communauté-forêt au Canada dans un contexte de changement climatique, est diffusée aux intervenants du secteur forestier simultanément dans plusieurs sites, principalement à travers le Québec, mais aussi dans d'autres provinces. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente les conférencières d'aujourd'hui, mesdames Annie Monpetit et Solange Nadeau. Annie est doctorante en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais sous la direction de Guy Chiasson et Frédéric Doyon. Résolument interdisciplinaire, sa thèse porte sur l'adaptation au changement climatique des communautés canadiennes dépendantes de la forêt. L'obtention d'une bourse pour stage en milieu de pratique du Fonds de recherche Société et Culture lui a permis d'effectuer un séjour de recherche avec Solange Nadeau au CFL. Elle présentera d'ailleurs le fruit des réflexions issues de cette collaboration aujourd'hui. Annie a aussi récemment joint Ressources naturelles Canada où elle agit à titre d'agente principale en évaluation d'impact au bureau du scientifique principal. Solange Nadeau est directrice d'un doctorat de la Oregon State University ainsi que d'une maîtrise en sciences forestières et d'un baccalauréat en aménagement forestier de l'Université Laval. Depuis une vingtaine d'années, elle poursuit une carrière de chercheuse à titre de sociologue forestière au Service canadien des forêts, d'abord au Nouveau-Brunswick et plus récemment au Québec au Centre de foresterie des Laurentides, dans ma division de recherche. Ses travaux de recherche explorent les liens entre les gens et la forêt ainsi que la gouvernance des forêts. Dans le cadre de ce colloque, elle se penchera sur un sujet qui a marqué le début de sa carrière, soit les communautés forestières. Alors, je vous souhaite un très bon colloque aujourd'hui, puis je vais laisser maintenant la parole à mes dames. Je crois que c'est Solange qui doit débuter. Oui, bonjour tout le monde. C'est moi, je vais me charger de faire la mise en contexte. La diapo suivante. Le plan de la présentation, moi je vais m'occuper du premier point, la mise en contexte, puis Annie va se charger de présenter une nouvelle approche qu'elle a développée, la démarche derrière ça, puis la portée de cette méthode-là. Suivante. Quand on pense la relation communauté-forêt, ça s'articule vraiment autour des liens que les gens développent avec le territoire forestier. Et bien que le territoire forestier ait été et soit encore au cœur du mode de vie des Autochtones et ait aussi marqué le quotidien des colons qui ont graduellement remodelé le territoire, notamment avec l'installation de très nombreuses scieries à la fin des années 1800. Suivant. C'est vraiment l'avènement de la production industrielle de pâte et papier dans l'Est du Canada, puis du bois de sciage en Colombie-Britannique au début du 20e siècle, qui a façonné ce que les chercheurs et les gouvernements ont appelé les communautés forestières. C'est vraiment été articulé alentour de communautés dont l'activité économique principale était centrée sur les activités de l'industrie forestière. De ça est né vraiment plusieurs villes avec des usines de papier puis les usines de sciage. Puis il y a aussi plusieurs localités qui étaient plus petites qui sont développées alentour des usines parce qu'il y avait des besoins, entre autres, importants de main-d'œuvre. Fait que l'échelle des communautés était plus grande. C'était vraiment des villes, c'est passé de villes de quelques centaines de personnes à souvent un millier ou plus. Suivant. Puis c'est aussi pour assurer l'approvisionnement en bois de ces usines-là que le rendement soutenu est devenu la clé de voûte des politiques forestières, autant au Canada qu'aux États-Unis. Pour les forestiers, le lien entre les communautés et la forêt, c'est vraiment fait dans une optique de fournir du bois, d'arriver à avoir un approvisionnement stable en bois pour les usines, parce que
La théorie voulait que si on avait un approvisionnement stable, probablement que l'usine pourrait bien fonctionner, puis ça assurerait une certaine stabilité dans les communautés. Mais comme l'ont démontré les travaux de Boutillier sur le rendement soutenu, l'approche mécanistique amènera pas la stabilité souhaitée. Il y a trop de facteurs économiques, environnementaux et sociaux qui vont entrer en jeu puis qui vont faire que ça ne sera pas aussi simple. Suivant. En effet, la stabilité qui ne sera pas au rendez-vous parce qu'entre autres, du côté de l'industrie, il y a vraiment, on a vite réalisé qu'il y aurait des cycles, des hauts et des bas dans les marchés, qu'il y aurait des nouveaux produits, des nouveaux compétiteurs aussi. Donc, il y avait beaucoup de défis à garder les usines en fonction. Puis, on a aussi remarqué du côté des communautés qu'il y avait des caractéristiques sociales et démographiques qui ont été propres aux communautés forestières, puis qui ont accentué les défis d'adaptation au cycle de changement de l'industrie, mais aussi certains changements dans la société. Suivant. Alors, il y a un corpus de recherche qui s'est développé sur le sujet des communautés forestières. On a mis 2 ouvrages qui offrent d'excellentes synthèses pour ceux qui voudraient creuser plus ce sujet-là. Les communautés forestières, ils sont vraiment abordées principalement sous l'angle de la dépendance économique, mais on voit aussi pointer à l'horizon un besoin d'élargir la recherche sur d'autres communautés en forêt qui n'ont pas une dépendance économique envers l'industrie. Suivant. Du côté du gouvernement, particulièrement au fédéral, c'est à la fin des années 70, au moment où il y avait une crise importante dans l'industrie, particulièrement dans l'industrie papetière, qu'on a vu apparaître les premières publications qui vont permettre d'identifier des communautés dépendantes. À ce moment-là, on identifiait vraiment uniquement les communautés dépendantes de la transformation du bois et de d'autres secteurs économiques. Puis cette méthode-là qui a été développée par le département d'expansion d'économique régionale a servi de base aux travaux qui ont été faits par la suite au Service canadien des forêts dans les années 80 par Bill White et Madame Farran, qui, eux, ont repris l'idée d'identifier des communautés forestières, mais en regardant aussi des indicateurs pour prendre en considération les emplois de transformation, mais aussi les emplois qui sont liés à la récolte de bois, puis à tous les travaux d'aménagement. Donc, il y avait vraiment une vision qui devenait plus une vision sectorielle de l'ensemble de la chaîne de production de l'aménagement forestier jusqu'à la transformation du bois. Et suivant. Alors, des premiers travaux de 1970, le premier rapport identifiait les communautés mono-industrielles à partir des données de recensement de 1976. À ce moment-là, les auteurs avaient identifié 120 communautés dépendantes d'usines de transformation du bois à travers le Canada. Là, moi, j'ai fait un zoom sur la partie du Québec, particulièrement, puis un peu les maritimes. Puis au Québec, on avait quand même 46 usines à ce moment-là, usines de transformation de bois qui étaient le principal employeur pour les communautés. Suivant. Si on regarde le portrait plus récemment avec l'utilisation de données de revenus d'emploi du secteur forestier qui couvrait vraiment toute la chaîne de production, là, de l'aménagement jusqu'à la transformation, on voit qu'on était capable de suivre l'évolution du nombre de communautés qui étaient identifiées comme étant dépendantes du secteur forestier. Puis bien que les chiffres nous permettent de tracer un portrait du point de vue économique, on est capable de comprendre si on prend en relation, si on prend en considération les crises, les fermetures, la restructuration, les achats de compagnies qui ont mené à des restructurations dans l'industrie, autant du sciage que des industries papetières. On sait qu'il y a un bon nombre de communautés qui ont une moins grande dépendance économique vers les emplois à cause de ça, mais il y a aussi des communautés qui ont diversifié leur économie, puis ça, on n'est pas capable de savoir exactement c'est combien. Puis d'un point de vue des chercheurs, moi, c'est au début des années 2000 que je suis arrivée au Service canadien des forêts. Puis il y avait beaucoup de discussions sur ce brassage de chiffres-là, un peu, si on peut dire, parce que la question qu'on se posait, entre autres, si on regarde pour le Québec, en 2001, il y avait 194 communautés identifiées comme dépendantes de la forêt. En 2016, c'était rendu 40.
Mais les 100 quelques communautés qui sont plus considérées dépendantes d'un point de vue économique, ils n'ont pas vraiment cessé d'être forestières pour autant. Ils existent encore sur un territoire forestier. Ils ont encore des liens avec ce territoire-là. C'est juste que les liens sont moins de nature économique avec l'industrie de la transformation puis de l'aménagement forestier. Suivante. Puis ces réflexions-là, c'était vraiment enraciné dans tout ce questionnement-là, dans une perspective plus de développement durable qui a amené à reconnaître une plus grande diversification de liens entre la forêt puis les communautés, notamment les usages de traditionnels autochtones. Donc, au Service canadien des forêts, puis ailleurs, moi, j'ai focusé plus sur au Service canadien pour expliquer comment le projet d'Annie me semblait pertinent aussi quand elle est arrivée avec sa proposition. Depuis les années 2000, la tradition de recherche avait fait qu'il y a eu plusieurs travaux qui ont suggéré puis étudié des approches plus globales pour analyser la durabilité des communautés, qu'est-ce qui contribue au bien-être des communautés, comment on peut articuler aussi la capacité d'adaptation des communautés à des défis, oui, des défis économiques parce qu'ils sont toujours présents, mais aussi des défis sociaux et des défis plus d'ordre environnemental. Suivant. Puis plus récemment, avec le changement climatique, puis aussi la gestion des feux de forêt, il y a eu d'autres conversations qui s'est faites avec les chercheurs au Service canadien des forêts parce que on sentait vraiment qu'il y a un certain décalage entre l'identification des communautés, puis qu'est-ce qu'on voit, les besoins, puis qu'est-ce qu'on aurait besoin de considérer d'un point de vue plus global. Donc, vraiment, l'idée germait de faudrait peut-être essayer de trouver d'autres manières d'identifier des communautés forestières pour, oui, pas oublier l'aspect économique, mais plutôt être capable de regarder ça d'un angle plus global. Fait que mon collègue Brian Eddy qui explore un peu cette question-là avec une approche de géographie humaine. Puis quand Annie est arrivée, ben, elle a choisi d'aborder la question sous un autre angle, puis de développer une approche aussi pour creuser cette question-là des liens entre la communauté et la forêt. Et je lui cède la parole pour la suite. Merci Solange. Voilà. Donc, revisiter la relation communauté-forêt. Donc, comme ça a été mentionné dans l'introduction, cette réflexion-là, elle s'inscrit dans le cadre de ma thèse de doctorat qui porte sur l'adaptation au changement climatique des communautés dépendantes de la forêt. Je fais ma thèse à l'Université du Québec en Outaouais au département de sciences sociales, donc au doctorat en sciences sociales appliquées. Puis pour moi, c'était la bourse que j'ai obtenue du Fonds de recherche Québec Société et Culture. C'était l'occasion de réfléchir de manière plus approfondie à un concept central à ma thèse, cette idée de dépendance envers la forêt ou de manière plus élargie des relations entre les communautés et la forêt. Donc, ça me fait plaisir de participer à ce midi-conférence pour présenter le fruit de ces réflexions-là qui ont émergé pendant mon séjour au Centre de foresterie des Laurentides. Donc, certains postulats de départ à cette réflexion-là. Quand j'ai commencé ma thèse, je disais justement que ma thèse portait sur l'adaptation des communautés dépendantes de la forêt. J'allais dans des présentations, expliquer mon projet de thèse ou dans mes cours, les séminaires, etc. Puis on revenait toujours sur cette idée de dépendance-là. Puis on me demandait de le définir. Moi, ce que j'expliquais, c'était que j'entrevoyais ça comme étant des communautés qui ont une relation étroite envers la forêt. Donc ça a été le postulat de départ, mais bien sûr, avec une thèse en sciences sociales, il faut approfondir ces concepts-là de manière beaucoup plus approfondie. Donc, je voulais avoir un ancrage un peu plus conceptuel sur ces idées-là. Donc, j'ai voulu approfondir, là, je suis partie avec trois idées de départ. D'abord, c'est que la compréhension de la dépendance envers la forêt nécessitait de se pencher de manière plus approfondie sur les relations communauté-forêt. Puis ensuite,
sur le point de vue des critères et indicateurs, Solange en a parlé brièvement, mais comprendre cette relation-là est essentiel pour développer des critères et des indicateurs qui nous permettent d'identifier dans un premier temps les communautés forestières, puis ensuite de les suivre dans le temps. Puis c'est d'autant plus important, c'était d'autant plus important cette idée-là que dans un contexte d'adaptation au changement climatique, de pouvoir bien identifier ces communautés qui ont une relation étroite envers la forêt pour être en mesure de les suivre, notamment en termes de la caractérisation des risques qui sont reliés au changement climatique. Donc voilà les relations communauté-forêt. Dans ma thèse, effectivement, il y a toute une partie qui s'attarde à décrire, à élaborer le corpus théorique qui entoure les relations communauté-forêt. Je ne vais pas en faire état en détail, simplement que j'ai tiré deux notions qui étaient, ou deux constats qui étaient quand même, qui me semblaient assez importants. Qui sont tirés de cette revue-là de littérature, puis qui font l'objet, en fait, d'un premier article, d'un article de ma thèse, du premier chapitre de ma thèse, qui est en fait un article qui va être, publié prochainement. Donc, deux constats. Le premier, c'est la notion de proximité. Donc, cette idée-là, qu'en fait, la communauté puis la forêt qui l'entoure, et que la forêt, finalement, fait partie du milieu de vie des communautés et que la proximité, elle est essentielle à la caractérisation puis à la définition des relations communauté-forêt. Donc, j'ai mobilisé la littérature sur l'attachement au lieu, sur le sens du lieu, sur les collectivités forestières, la foresterie, des études de cas en foresterie autochtone, etc. Puis la question de la proximité, malgré qu'on peut s'entendre sur une échelle, une distance plus ou moins relative. Ce qu'on veut dire par proximité, c'est vraiment l'idée que la forêt fait partie d'un milieu de vie et que ce milieu de vie-là comprend des dimensions biophysiques. Donc, nécessairement, lorsqu'on aborde la question de l'adaptation au changement climatique, les effets qui sont engendrés par les perturbations naturelles reliées au changement climatique vont venir affecter le milieu de vie des communautés forestières. Donc, un premier constat, c'est cette emphase sur la notion de proximité envers l'environnement forestier. Le deuxième constat, c'est que c'est la multidimensionnalité des relations. C'est le fait que ces relations-là envers la forêt, elles peuvent être de plusieurs natures. Donc, elles peuvent être de nature, elles peuvent prendre une nature spirituelle, traditionnelle, culturelle, sociale et économique. Et puis que ces dimensions-là, elles sont imbriquées dans la communauté en tant que telle, et c'est difficile de les isoler même de manière un peu séparée. Donc, nécessairement, les relations communautés sont presque automatiquement multiples, elles sont multidimensionnelles. Donc ça, c'est deux idées centrales sur les relations communauté-forêt qui ont marqué ma revue de littérature. Ensuite, l'utilisation des critères et indicateurs sur les communautés forestières. Donc, à quoi servent les critères et indicateurs? De manière très élargie, les critères et indicateurs, c'est un outil pour l'élaboration des politiques publiques, que ce soit pour des stratégies ou des programmes. Puis dans le cas qui nous intéresse plus particulièrement, donc dans le cas du développement durable ou de l'aménagement forestier durable, les critères et indicateurs vont servir à rapporter les progrès vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Donc, Ressources naturelles Canada, qui a une stratégie ministérielle de développement durable qui va rapporter les progrès vers l'atteinte de la stratégie fédérale du développement durable du gouvernement canadien.
Et le gouvernement du Canada rapporte également l'atteinte vers les objectifs de développement durable des Nations Unies, donc un cadre plus international et plus spécifiquement les objectifs 11, villes et communautés durables, 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques et 15, vie terrestre. Donc, j'en reviens à la question que je me faisais poser au début de ma thèse sur qu'est-ce que c'est une communauté dépendante de la forêt. Euh, à première vue, même dans les premiers mois, puis dans mon projet de thèse, même en tant que tel, j'avais défini qu'en fait, les communautés dépendantes, leur relation, elle est multiple, ou les communautés forestières, les relations sont multiples. Mais d'un point de vue très pratique, puis en raison de la disponibilité des données, parce que je m'intéresse à l'échelle canadienne, donc à la comparaison aussi des communautés forestières entre elles, un des indicateurs qui était disponible et qui me semblait le plus évident, c'était celui de l'emploi dans le secteur forestier industriel. Donc, c'était vraiment ma première idée d'y aller avec des critères économiques reliés à l'emploi dans le secteur industriel forestier. L'État des forêts 2022, qui est en fait, l'État des forêts, c'est un rapport qui est publié annuellement par Ressources naturelles Canada et qui rapporte en fait les progrès vers l'aménagement forestier durable, a une section sur les collectivités forestières. Donc, dans celle-ci, on rapporte que 23 millions de Canadiens et Canadiennes habitent à proximité d'une forêt, dont 1,1 million d'Autochtones. Donc, on reconnaît cette question-là de la proximité qui est essentielle à la relation communauté-forêt. On mentionne aussi que 300 collectivités canadiennes dépendent de la forêt comme source d'emploi et de revenus, ce qui constitue 2 % de la population. Ces 300 collectivités-là sont vues comme étant des communautés dépendantes du secteur forestier canadien. Donc, on se sert d'indicateurs reliés à l'emploi et aux revenus dans le secteur industriel forestier. Autre point important aussi tiré de l'état des forêts, c'est qu'on reconnaît le rôle des communautés forestières dans la mise en œuvre de l'atténuation puis de l'adaptation au changement climatique. Ma première idée, c'était en fait d'aborder ma thèse, donc d'identifier mes collectivités forestières à partir d'indicateurs comme l'emploi. Cela étant dit, je me suis souvent fait, dans les premières années, je me suis souvent fait questionner sur la représentativité de cet indicateur-là pour parler des relations communauté-forêt de manière élargie. Donc, ici, dans l'État des forêts, on spécifie bien qu'on parle de communautés canadiennes dépendantes de la forêt comme source d'emploi et de revenus, donc de manière économique. Donc, moi, j'y allais de manière plus élargie en utilisant ce type d'indicateur-là. Donc, il y a des limites, en fait, et des enjeux à l'adoption d'une approche assez économico-centrique pour caractériser les relations communauté-forêt. Ces limites-là vont se décliner là, sous 2 angles. D'abord, c'est que la prépondérance des valeurs économiques pour identifier les communautés forestières va exclure des communautés qui entretiennent des liens étroits envers la forêt. Solange a mentionné tout à l'heure dans le chiffre les données de 2001 à 2016 sur le nombre de collectivités forestières, puis elle a bien spécifié que c'est pas parce qu'il y a une période de peut-être 10-15 ans, peu importe, entre ces deux recensements-là, que soudainement, il n'y a plus de forêt puis que ces collectivités-là entretiennent plus de relations avec la forêt si l'industrie forestière ferme. Donc, le fait d'avoir une prépondérance économique exclut des communautés qui ont des liens, qui entretiennent des relations étroites envers la forêt.
Ensuite, l'autre angle, c'est du point de vue de la caractérisation des communautés forestières. Donc, on va exclure des valeurs traditionnelles, sociales, culturelles et même économiques, parce qu'il n'y a pas simplement que la dépendance ou des relations économiques reliées au secteur forestier. Donc, il y a d'autres sources de revenus issus de la forêt, dont le récréotourisme, par exemple, ou les produits forestiers non ligneux. Donc, on remettait en quelque sorte mon choix d'identifier les communautés forestières à l'aide d'indicateurs socio-économiques. Puis, ça m'a poussé à vouloir réellement réfléchir à une nouvelle façon d'aborder les relations communauté-forêt, d'y réfléchir davantage, puis de trouver une approche pour revoir, pour identifier d'autres indicateurs dans l'optique de mener les travaux, de continuer les travaux pour ma thèse. D'autres limites qui sont reliées à l'approche économico-centrique aussi. Donc, en fait, c'est aussi relié à la question de l'adaptation au changement climatique. Donc, le rapport sur les enjeux nationaux publié par Ressources naturelles Canada indique que les impacts des changements climatiques, tels que les évacuations dues à des feux de forêt, ont davantage touché les petites collectivités et les collectivités autochtones au cours des dernières années. Donc, pour moi, dans un contexte d'adaptation au changement climatique, c'était important d'avoir un éventail de communautés, donc aussi des communautés qui sont plus éloignées ou des collectivités autochtones qui ne sont pas nécessairement caractérisées par un fort secteur industriel forestier. Donc, les questions qui ont guidé cette réflexion-là. Donc, pourquoi est-ce que c'est important dans un contexte de changement climatique de réfléchir à la relation communauté-forêt de manière élargie? Bien, je viens essentiellement d'y répondre dans la première partie de ma présentation. Puis, dans la deuxième partie, je vais répondre à la question suivante. Donc, quelle alternative existe-t-il aux indicateurs reliés à l'emploi dans le secteur forestier pour conceptualiser la relation communauté-forêt? Voilà, donc je vais présenter la démarche que j'ai adoptée pour identifier les communautés forestières canadiennes. Je tiens à préciser que je suis en processus de finaliser mes articles pour ma thèse. Donc, je présente quand même des résultats qui sont assez avancés, mais qui sont encore parfois un peu préliminaires. Donc, ce sera à suivre. Vous pourrez me réinviter pour un autre midi-conférence l'année prochaine pour que je présente de manière plus détaillée là, les résultats que je vais avoir présentés de manière partielle maintenant. Donc voilà, l'échelle spatiale qui est utilisée pour identifier les communautés forestières, je m'intéresse à l'échelle du Canada. Et j'ai utilisé l'unité des subdivisions de recensement de Statistique Canada. Donc, c'est un choix qui pourrait être remis en question. Cela étant dit, ça a été un choix qui a été, c'est la méthode qui a été, ou c'est l'échelle spatiale qui a été choisie dans les études menées par le Service canadien des forêts dans les années 2000, les études que Solange a citées en début de présentation. La raison, elle est simple aussi, c'est que c'est l'échelle des subdivisions de recensement. C'est une échelle qui se rapproche quand même des échelles, de l'échelle plus municipale, donc une échelle plus locale, donc qui viendrait capturer davantage la notion de communauté, puisque je m'intéresse aux communautés dépendantes de la forêt. Donc, j'utilise en quelque sorte l'unité des subdivisions de recensement comme un proxy à la communauté. Il y a 5162 il y avait 5162 subdivisions de recensement pour le dernier recensement, pour le recensement de 2016, pardon, parce que je me suis servi des données de 2016. Et puis, ce qui est pertinent, ce qui est intéressant avec cette échelle-là des subdivisions de recensement, c'est qu'on peut avoir
un niveau de détail assez fin pour le recensement. Donc, j'aurais pu m'intéresser à d'autres niveaux plus fins, plus petits, qui se rapprochent aussi de la notion de communauté. Je pense, par exemple, au centre de population. Un centre de population, là, il y a certains critères, mais c'est notamment défini par la densité de population. Donc, par exemple, des communautés avec une densité de 400 habitants au kilomètre carré, si je ne me trompe pas. Et il y a aussi des localités désignées, donc qui sont des plus petites unités qui se rapprochent de villes et villages à l'échelle du pays. Cela étant dit, ces deux échelles-là, donc les localités désignées ou encore les centres de population, il y a beaucoup moins de données de recensement où c'est plus complexe d'avoir ces données-là. Donc, moi, je trouvais intéressant d'utiliser les subdivisions de recensement puisqu'on a accès à un large éventail des données de recensement à cette échelle-là. Puis malgré le fait que j'ai dû faire des requêtes plus précises, notamment pour les données d'emploi, pour avoir accès à certaines données plus fines ou plus sensibles, c'était vraiment possible de collecter un éventail vraiment important de caractéristiques sociodémographiques, notamment pour ces communautés-là. Puis évidemment, il y a des limites. Donc, vous pouvez peut-être regarder, en regardant la carte, vous pourriez dire, ouais, mais quand même, il y a des éléments, des subdivisions de recensement qui sont très grandes. Le nord de l'Ontario ou le nord du Québec, par exemple. Sauf que là, on ne le voit pas parce que je n'ai pas de zoom sur la carte nécessairement, mais c'est les communautés ou les collectivités où les gens habitent constituent généralement des subdivisions de recensement à l'intérieur de ces gros territoires-là. Donc, on aurait une prise en compte, disons, des milieux de vie ou des données relatives à ces communautés-là. Il y a aussi, c'est pas dans toutes les provinces que les subdivisions de recensement vont se rapprocher de l'échelle municipale. Ça peut être un peu plus près d'une échelle régionale. Donc, c'est certain que c'est pas uniforme la façon de délimiter les subdivisions de recensement à l'échelle du Canada, sauf que c'est quand même une échelle qui est pertinente puis qui nous donne beaucoup d'informations sur les communautés. Et le dernier argument ou la dernière raison aussi, c'est que justement, ça se rapproche de l'échelle municipale, moi, je m'intéressais à une échelle à laquelle on pouvait se rapprocher de la prise de décision. Donc, puisqu'on peut se rapprocher de l'échelle municipale, bien, le niveau municipal, c'est un niveau important en termes d'adaptation au changement climatique. C'est un niveau qui a beaucoup de pouvoir pour développer des stratégies et des mesures d'adaptation face au changement climatique. Donc, je trouvais que c'était un argument qui motivait beaucoup le choix de l'unité de la subdivision de recensement. Donc, maintenant, les indicateurs que j'ai utilisés pour identifier les communautés forestières. D'abord, on va retrouver les dimensions qui sont associées à la relation communauté-forêt que j'ai mentionnées, qui sont issues de la revue de littérature. Donc, la notion de proximité, les relations sociales. J'ai dit sociales, mais ça pourrait être culturel aussi, traditionnelles, économiques, et les indicateurs qui ont été développés. Donc, ça, c'est en fait, ces indicateurs-là vont me servir à identifier mes collectivités forestières, mes communautés forestières ou mes communautés dépendantes de la forêt. Je vais élaborer davantage sur l'utilité dans un contexte de changement climatique un peu plus tard, mais simplement à cette étape-ci, juste de mentionner que ça a été les indicateurs qui ont été choisis pour identifier les communautés forestières à l'échelle du Canada, donc pour les 5162 subdivisions de recensement, parce que vous vous doutez bien qu'il n'y a pas beaucoup de forêts dans le nord du Canada, donc ça me prenait des indicateurs pour identifier ces communautés-là.
D'abord, en termes de proximité, ben, j'avais le pourcentage de couverts forestiers. Donc, j'ai regardé le couvert forestier à l'intérieur même de la subdivision de recensement et aussi dans un rayon de 25 km à partir du centre de la subdivision de recensement. Je vais en parler, je vais décrire chacun de ces indicateurs-là de manière plus approfondie par la suite. Ensuite, les relations sociales, donc le territoire qui est situé dans les réserves à vocation de parc national ou de parcs nationaux. Pour les relations plus traditionnelles, l'identité autochtone et les territoires situés en terres autochtones. Je vais aussi expliquer ce que j'entends, mais c'est vraiment c'est vraiment les limites légales, législatives. Par le gouvernement du Canada et non les limites des communautés autochtones en tant que telles. Ensuite, les relations économiques, donc l'emploi dans le secteur récréo-touristique, l'emploi dans le secteur forestier et les entreprises du secteur récréo-touristique. Donc, ça a constitué en fait, pour le couvert forestier, il y a 2 indicateurs. Donc, j'avais 8 indicateurs au départ pour identifier les collectivités forestières. Donc, pour aborder la proximité envers la forêt, l'indicateur, ça a été le couvert forestier, donc le pourcentage de couvert forestier dans un rayon de 25 km à partir du centre de la communauté ou de la subdivision de recensement. La source de données, c'est l'Inventaire forestier national du Canada. Et toujours pour la même source, ben, un autre indicateur, c'était le pourcentage de couverts forestiers dans la communauté en tant que telle. Donc, pourquoi est-ce que j'ai distingué ces 2 indicateurs-là? Pourquoi j'ai mis ces 2 indicateurs-là et pas simplement le couvert forestier à l'intérieur même de la subdivision de recensement? Bien, je vous donne l'exemple. En fait, ici, ce que vous voyez sur la carte des subdivisions de recensement, c'est la communauté, c'est la subdivision de Gatineau qui est en vert pâle. Ce qui est en gris, c'est toute la région d'Ottawa. Et puis, au nord, le territoire un peu plus foncé, davantage foncé, c'est Chelsea ou Kentley. Et c'est en fait, oui, le territoire du parc de la Gatineau. Donc, la subdivision de recensement de Gatineau, son couvert forestier, c'est 30 %. Cela étant dit, on l'a mentionné, je l'ai mentionné dans la revue de littérature, on ne s'attarde pas nécessairement, le milieu de vie ne couvre pas nécessairement seulement notre rue, notre maison, notre petit quartier. Il va s'étendre de manière un peu plus élargie. Puis, dans ce cas-ci, dans le cas de Gatineau, le parc de la Gatineau, c'est un milieu de vie important pour la plupart de la population gatinoise qui va aller faire du ski de fond, de la randonnée de manière très régulière. Donc, ça devient partie intégrante du milieu de vie. Donc, c'est important pour moi d'aller regarder au-delà de la limite de la subdivision de recensement pour regarder c'est quoi le couvert forestier dans un rayon de 25 km. Pourquoi un rayon de 25 km? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 10? Pourquoi pas 5? D'abord parce que fallait aussi d'abord que ce soit relativement accessible pour que ça constitue un milieu de vie. Je dois dire aussi qu'on avait inclus au départ le rayon de 10 km, le rayon de 25 km et le rayon de 50 km. Par contre, quand on avait fait les analyses un peu plus tard à d'autres étapes, on s'est rendu compte que cet indicateur-là, finalement, ça nous donnait les mêmes résultats, peu importe si on prenait l'indicateur de 10, de 25 ou de 50. Donc, pour simplifier un peu les calculs puis l'explication, je vous présente simplement le rayon de 25 km, mais c'est simplement pour... c'était pour contrer le désavantage là, ou la limite qui était liée à la frontière ou à la limite de la subdivision de recensement.
puisque comme vous le voyez sur la carte que j'ai présentée ici, certaines des subdivisions de recensement sont très petites. Donc, c'est certain que le milieu de vie va dépasser la frontière de la subdivision de recensement. Donc, pour Gatineau, le couvert forestier était de 30 mais si on dépassait, puis on incluait le rayon de 25 km, malgré le fait qu'on est quand même, on a un environnement urbanisé avec la ville d'Ottawa, bien, on arrivait quand même avec un couvert forestier de 66 km. Pardon, de 66 excusez. Ensuite, les indicateurs pour aborder les relations sociales envers la forêt. Ici, ben, c'est certain qu'on a cherché là, plusieurs sources d'indicateurs. C'était pas évident d'en retrouver pour lesquels il y avait une disponibilité à l'échelle de l'ensemble des subdivisions de recensement. Fait qu'on est allé avec encore une fois un indicateur à portée un peu plus spatiale, qui est similaire avec l'indicateur de la proximité. Donc, le pourcentage du territoire qui est situé dans des réserves à vocation de parc national ou parcs nationaux dans un rayon de 25 km à partir du centre de la communauté. La source de données, c'est les données d'arpentage des terres du Canada. Je vous ai mis le lien aussi qui comprend la définition avec la définition très détaillée vers les parcs nationaux, puis les réserves à vocation de parc national, mais ça comprend, les parcs nationaux tels que définis dans l'annexe 1 de la loi sur les parcs nationaux du Canada, les réserves à vocation de parc national du Canada, le parc urbain national de la Rouge, le parc marin du Saguenay, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir les définitions plus exactes qui sont mentionnées par l'arpentage des terres du Canada. Donc ici, pour illustrer encore une fois, j'ai la subdivision de recensement Lac des 10 000 qui est en fait constituée à grande partie du Parc national du Mont-Tremblant. Donc, on voit en bleu foncé, là, j'ai oublié de mettre l'échelle, mais c'est essentiellement, là, ça va être, c'est simplement que ce qui est en bleu foncé, bien, il y a davantage de proportion du territoire qui est situé dans un parc national. Ce qui est en bleu pâle, ça en constitue un peu moins. Mais on voit très bien avec cet exemple-là, puis avec la subdivision de recensement de Lac supérieur, qui est situé juste au sud, à quel point la notion de proximité ou la question de la proximité, elle est importante. Puis d'avoir considéré le rayon de 25 km vient fort probablement accroître en fait la proportion du territoire qui est situé à proximité de parcs nationaux ou de réserves, dans le cas du lac supérieur. Puis, je ne l'ai pas mentionné, mais pourquoi avoir choisi cet indicateur-là pour illustrer des relations sociales? C'est simplement que, aussi dans la littérature sur l'attachement aux lieux et sur le bien-être des communautés forestières, tout ce qui est qualitatif, les études de cas, etc., vont mettre de l'avant que l'accès à des réserves, à des parcs nationaux, à un environnement forestier est essentiel pour la qualité de vie, pour le milieu de vie et même pour la santé. Donc, c'est pour ça qu'on l'a utilisé comme indicateur pour aborder les relations sociales, mais ça pourrait être aussi pour le bien-être, etc., mais ou même pour la santé qui dépasse les relations sociales. Ensuite, les indicateurs pour aborder les relations traditionnelles envers la forêt. J'ai encore utilisé l'arpentage des terres du Canada, donc le pourcentage de territoire qui est situé sur des terres autochtones selon les limites législatives du gouvernement du Canada dans un rayon de 25 km à partir du centre de la communauté. Puis des données de Statistique Canada pour la population, le pourcentage de la population de la communauté qui va s'identifier au peuple autochtone
du Canada. Donc, c'est l'appellation du recensement, donc des données de recensement de Statistique Canada. L'identité autochtone va désigner les personnes qui s'identifient aux peuples autochtones du Canada. C'est le libellé, finalement, de la question qui est posée. Et puis, pour les territoires, on parle vraiment, je veux encore mettre l'emphase sur le fait qu'on parle de territoires de limites législatives, donc des limites législatives des réserves indiennes, puis des terres octroyées par une entente. Ensuite, les indicateurs économiques. Donc, l'économie ou l'emploi dans le secteur forestier est encore considéré comme un élément important pour caractériser les relations communauté-forêt et pour identifier les communautés forestières. Donc, j'ai utilisé le système de classification des industries d'Amérique du Nord pour aller chercher mes indicateurs économiques, qui sont en fait des données sur l'emploi puis les entreprises à l'échelle des subdivisions de recensement. C'est fourni par Statistique Canada. Donc, j'ai mis les codes pour ceux qui s'y connaissent avec les codes SIAN, dans le fond, des données que je suis allée chercher de Statistique Canada sur l'emploi et les revenus dans l'emploi et les entreprises, pardon. Voilà, donc pour les indicateurs d'emploi dans le secteur forestier, je me suis intéressée à la foresterie et à l'exploitation forestière, donc à l'exploitation des terres à bois, aux pépinières forestières, à l'exploitation forestière. Donc, en fait, Statistique Canada va nous donner, à l'échelle des subdivisions de recensement, les données sur l'emploi dans la subdivision pour chacun de ces codes-là, en fait, pour chacun de ces sous-secteurs-là. Puis moi, j'ai regroupé, en fait, j'ai regroupé les totaux des emplois dans le secteur forestier et je l'ai divisé par le total d'emplois parmi la population active de la subdivision de recensement pour avoir un indicateur relatif à l'emploi dans le secteur forestier. Ensuite, pour le récréotourisme, donc un secteur à vocation économique également, j'ai regardé tout l'emploi dans les services d'hébergement puis de restauration, les camps de loisirs, de camping, les gens qui travaillent dans les réserves, les parcs nationaux, les restaurants, les bars, etc. Donc, pour moi, c'était un indicateur en quelque sorte du secteur récréotouristique. Et j'avais aussi un autre indicateur qui reprenait essentiellement les codes SIAN relatifs à l'emploi dans le secteur récréotouristique, mais là, pour le nombre d'entreprises récréotouristiques. Donc, de la même manière que l'emploi pour le secteur récréotouristique, j'ai additionné le total de tous les emplois dans les services d'hébergement puis les services de restauration, puis je l'ai divisé par le total d'emplois parmi la population active de la subdivision de recensement. Donc, l'emploi dans le secteur forestier, je mets cette diapo-là pour un peu illustrer, pour faire un parallèle avec ce qui a été mentionné précédemment sur le fait qu'il y a une certaine prépondérance qui avait été envers le secteur forestier pour caractériser la relation communauté-forêt. Spécifiquement, si on était dans une optique de comparaison des communautés forestières entre elles, comme ça a été le cas dans les années 2000. Donc, je voulais un peu illustrer de quoi ça avait l'air parce que souvent, on avait mis un seuil à 20%. Donc, étaient considérées comme étant dépendantes du secteur forestier les communautés pour lesquelles il y avait plus de 20% et plus de la population qui travaillait dans le secteur forestier. Donc, j'ai mis la carte du Canada, donc avec les données de recensement sur l'emploi dans le secteur forestier. Donc, ce qu'on voit en rouge très foncé, c'est les subdivisions de recensement pour lesquelles il y a 20% ou plus d'emplois dans le secteur forestier. Donc, c'est simplement pour illustrer
que oui, c'est encore un indicateur important qui caractérise la relation communauté-forêt, mais si on regarde de manière plus attentive le Québec, ben, on voit en fait que si on excluait, si on ne prenait en compte que celles qui ont 20 ou plus, ben, on exclurait de l'analyse certaines communautés qui entretiennent pourtant des relations étroites envers la forêt. Donc maintenant, la typologie des communautés forestières. Donc, j'ai développé ma série de 8 critères pour illustrer la relation communauté-forêt. Donc, j'ai tenté d'identifier quelles étaient mes communautés forestières à l'échelle du Canada. Et pour ça, j'ai effectué une classification hiérarchique avec les indicateurs, les 8 indicateurs que j'ai mentionnés précédemment. Cette classification-là avait été précédée d'une analyse en composantes principales. Puis l'objectif de cette analyse-là, c'était d'identifier des groupes similaires dans mon jeu de données. Donc, à partir de d'abord, j'ai fait une analyse avec les 5162 subdivisions de recensement, donc 5162 communautés, avec toute leur série de 8 indicateurs. Puis, la classification hiérarchique, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va regrouper les communautés qui se ressemblent, qui ont des attributs semblables entre elles. Donc, c'est ce que j'ai fait pour tenter de voir quelle communauté type allait émerger, quel type de communauté se ressemble. Puis je vais expliquer pourquoi aussi par la suite dans un contexte de changement climatique, mais ça, c'était la première étape. Quand j'ai fait mon premier regroupement, je vous ai mentionné qu'il y avait des subdivisions de recensement dans le nord pour lesquelles il n'y a pas de forêt ou des communautés plus urbaines. Donc, c'est certain que ça peut être intéressant de regarder le couvert forestier des régions urbanisées, tout ça. C'est important dans un contexte d'adaptation au changement climatique, d'ailleurs. Mais moi, mon terrain, en fait, le contexte de ma thèse, c'était davantage les communautés qui sont peut-être pas nécessairement situées en région urbaine. Puis, donc, puis qui ont un pourcentage de couverts forestiers qui était assez relativement élevé. Je n'ai pas fixé de seuil par rapport au pourcentage de couverts forestiers, puisque en fait, le regroupement, c'est un peu chargé de m'éliminer les communautés pour lesquelles il n'y avait pas de forêt. Donc, le premier regroupement que j'ai fait, ça m'a permis d'identifier, elles ont été mises pas mal toutes ensemble, celles qui n'avaient pas de forêt. Puis j'ai pu les éliminer de mon analyse. Donc, j'ai refait une autre classification hiérarchique avec les 3206 subdivisions de recensement pour lesquelles il y avait quand même un pourcentage de couverts forestiers. Donc, les résultats de l'analyse en composantes principales, donc c'est simplement pour dire que mes deux dimensions ont expliqué environ 46 de la variance là, de mes données, puis qu'en fait, les variables pour lesquelles qui vraiment avaient une importance, un poids important pour mes regroupements, c'était les questions de terres autochtones, identité autochtone, et des aires protégées dans un rayon de 25 km. Je vais quand même j'arrive à la partie plus intéressante. Donc, quel type de groupe a émergé de ma classification? On a le tableau ici qui présente, dans le fond, les valeurs qui sont en rouge. C'est celles qui sont, ça nous souligne, en fait, pour chacun des 6 groupes qui ont émergé de ma classification, les valeurs qui ont tiré le groupe, qui ont amené les groupes à être ensemble, finalement. Donc, pour le groupe numéro 1, on voit qu'il y a, en fait, j'ai 353 communautés qui ont été regroupées entre elles. Et puis, c'est les communautés pour lesquelles il y a beaucoup d'emplois dans le secteur forestier et il y a un couvert forestier assez important dans un rayon de 25 km.
Ensuite, pour le deuxième groupe, ça m'a présenté des groupes pour lesquels il y a un couvert forestier assez important. Mais pas autant, par exemple, pas tant d'emplois ou de gens qui s'identifient à une identité autochtone. Donc, ce qui se démarquait vraiment, c'est la forêt. C'est des communautés qui ont beaucoup de forêts autour d'elles. Puis ça, c'est au nombre de 2001. Il y en a 2001 qui sont comme ça, qui se sont surtout distingués par la dimension forêt. Ensuite, mon troisième groupement, ça a été pour l'emploi dans le secteur récréo-touristique. Donc mon troisième groupe, au nombre de 162. J'ai 162 communautés qui se sont regroupées entre elles dans ce groupe-là. Le quatrième, c'était les aires protégées et l'emploi dans le récréo-tourisme. Le cinquième, c'est identité autochtone et territoire autochtone et aussi couvert forestier dans un rayon de 25 km. Donc, ces trois variables-là vont avoir tiré environ 595 communautés vers ce groupe-là. Et pour le sixième groupe, c'est les communautés pour lesquelles il y a davantage d'identité autochtone, qui y a plus de gens qui ont une identité autochtone et terres autochtones. Donc, au nombre de 323 ici. De quoi ça a l'air, mes 6 groupes que je viens de vous parler? Donc, emploi, j'avais déjà présenté tout à l'heure, c'est en bleu. Mon groupe 2, c'est celles qui ont beaucoup de couverts forestiers, qui en a 2001. Donc, on voit beaucoup de vert, c'est pour cette raison-là. Et là, je vous ai mentionné qu'il y a des résultats un peu partiels, que c'est des résultats un peu partiels, puis que je dois encore affiner certains résultats. Puis, c'est vraiment aussi le regroupement, ça ne va pas nécessairement définir. Ça veut dire que c'est pas nécessairement parce que des gens j'ai une communauté qui est dans le 6, donc identité autochtone, que c'est nécessairement que des communautés autochtones. La même chose pour le couvert forestier. Donc, je sais qu'il y a certaines petites erreurs à corriger ou petits détails qui peuvent sembler un peu incongrus, comme de voir du couvert forestier dans le nord, mais il faut se rappeler aussi que ce n'est pas le seul indicateur qui a participé à ce regroupement-là. Et puis, de manière assez générale, ces groupements-là, quand on fait un zoom, font quand même du sens, sont quand même cohérents. Ah, puis je n'ai pas mentionné, ce qui est en gris, c'est dans le fond les environ 2000 collectivités qui ont été exclues de l'analyse par mon premier regroupement. Vous voyez le nord du Québec ça semble beaucoup exclu. Cela dit, si on fait un zoom, vous allez voir les communautés cries ou les communautés autochtones qui sont inclus. On voit des parties rouges là, dans la présentation. Donc, ça correspond, c'est ce que je voulais dire, par des grosses subdivisions qui sont parfois pas habitées. Donc, les zones habitées, par contre, ont été prises en compte dans l'analyse. Donc, si je fais un zoom ici, la carte des communautés qui va illustrer ces 6 groupes-là, je fais un zoom sur le Québec. Donc, vous pouvez voir emploi, donc on voit en bleu, je vais faire un zoom tout à l'heure aussi, mais on voit la région de la Tuque, par exemple, avec du fort qui est encore caractérisé par le secteur de l'industrie forestière, ou au Saguenay ou en Abitibi. Donc, c'est des résultats qui ont quand même qui sont quand même cohérents. On va voir certaines des subdivisions de recensement qui sont à forte dominance, qui sont, par exemple, des réserves autochtones. Eh bien, elles sont identifiées comme telles. Par exemple, le cas de la Tuque que je viens de vous mentionner, la subdivision de la Tuque en Mauricie, elle a 21% de sa population active qui travaille dans le secteur forestier. Donc, elle a été dans le groupe plus emploi. Et là, on a le cas de Kitigandibi, qui est une réserve, en fait, au nord, qui est en Outaouais.
Donc, l'identité autochtone à 98 ben, c'est normal, c'est une réserve. Donc, elle est ressortie dans le groupe 6 comme étant un territoire à forte identité autochtone et caractérisé par un pourcentage élevé de terres autochtones. Maintenant, la pertinence de cette démarche-là dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Juste pour situer encore dans le cadre de ma thèse, en fait, donc, il va y avoir un chapitre qui va être, un article qui va être soumis sur cette réflexion-là, sur les relations communauté-forêt. Mais moi, je m'intéresse à l'adaptation au changement climatique des communautés forestières. Donc, ici, j'ai mis dans un de mes chapitres sur le cadre opérationnel de la thèse qui a été publié dans un livre sur l'adaptabilité. Je mets de l'avant une approche opérationnelle pour aborder la capacité d'adaptation sur différentes avenues qu'on peut aborder l'adaptation, qui est un concept, en fait, qui est très polysémique. On peut y faire référence comme un état, comme être adapté au moment actuel, à un processus d'adaptation ou encore à une action d'adaptation. Donc, comment mesurer un concept qui est très polysémique? Donc, ce chapitre-là, en fait, état, puis présente plusieurs avenues. Puis une des avenues, c'est de regarder un peu, voilà, la dimension plus état, la dimension à une échelle spatio-temporelle précise. Ça peut nous donner certaines connaissances, certaines informations pour développer des stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc, effectuer des analyses de vulnérabilité au changement climatique est une approche qui qui peut être cohérente dans cette optique-là. Donc, dans ma thèse, je fais une analyse de vulnérabilité au changement climatique des communautés dépendantes de la forêt. Puis si je veux mettre un peu en contexte le cadre qui est utilisé, puis en fait, parce que le cadre de vulnérabilité, qui a été employé par le GIEC, met de l'avant les concepts d'exposition, de sensibilité et de capacité d'adaptation. Cela dit, je trouvais ça intéressant de mettre une méta-analyse qui a couvert 160 articles publiés au cours des dernières années, de 1990 à 2019, sur la vulnérabilité des forêts au changement climatique puis les pratiques de gestion. Puis eux, ils proposent un cadre à la fin, le cadre vulnérabilité, adaptation et durabilité. Et ce que je trouve vraiment pertinent aussi, c'est la question de la dépendance des forêts envers les communautés qui est abordée dans la question de l'adaptation, qui est une notion centrale au cadre et qui vient être en quelque sorte nourrie par les études de vulnérabilité. Et des méthodes, et une des méthodes, c'est notamment de développer des critères et des indicateurs pour venir informer aussi les décisions publiques. Donc, c'est ce qui est fait aussi dans le cadre de ma thèse. Donc, ma thèse porte sur l'adaptation au changement climatique, mais je conduis une analyse de vulnérabilité. Donc, toute la partie d'identification des communautés canadiennes qui entretiennent un lien étroit envers la forêt, pour moi, c'était la notion de sensibilité. Donc, l'environnement qui entoure le milieu de vie, c'est considéré pour moi comme la dimension sensible d'une analyse de vulnérabilité. Et ce qui s'en vient, ce que je n'ai pas présenté aujourd'hui, c'est en fait les notions d'exposition puis de capacité d'adaptation qui vont être deux autres analyses complémentaires à ce que je viens de présenter dans le cadre de ma thèse. Donc, pour l'exposition, je vais mobiliser des données sur les perturbations climatiques des écosystèmes forestiers canadiens avec un scénario d'émissions élevées. Puis, pour la capacité d'adaptation, et je vais explorer les caractéristiques des données socio-économiques de recensement sur les communautés forestières, donc sur mes 3206 communautés forestières que je vous ai présentées précédemment. Donc, les indicateurs qui sont utilisés pour l'exposition, je vais utiliser les échelles temporelles suivantes, donc 81-2010, 2011-2040, 41-70 et 2071 à 2100. Donc, des données actuelles, passées et futures sur la sécheresse des écosystèmes forestiers, sur la tordeuse des bourgeons de l'épinette, sur le dendroctone du pin et sur les risques de feu.
Donc, chacun de ces indicateurs-là, en fait, va faire partie, va être intégré aux résultats sur l'identification des communautés forestières. Donc, pour chacune de ces communautés-là, je vais pouvoir voir, ce serait quoi sa vulnérabilité par rapport au risque de feu, à la TBE, ou dendroctone du pin ou à la sécheresse. Et maintenant, pour la capacité d'adaptation, je vais aller avec une approche aussi un peu quand même descriptive et non déterministe de la capacité d'adaptation. Donc, je vais décrire essentiellement à l'aide de données socio-économiques, démographiques, certaines caractéristiques des communautés, donc des subdivisions de recensement. Et certaines sont étroitement liées à la vulnérabilité par rapport au changement climatique. Donc, la proximité d'une zone urbaine ou rurale, la densité de population, la diversité économique. Donc, ici, c'est le caractère mono-industriel de la communauté. Donc, l'importance du secteur forestier par rapport au secteur d'extraction primaire, donc aux mines, à l'agriculture, etc. Mais aussi le secteur de la transformation des ressources ou le poids de l'industrie primaire, secondaire, tertiaire. Est-ce que j'ai une répartition de ces trois secteurs-là parmi la communauté? L'éducation, donc toutes les données relatives à l'obtention des diplômes. Des données un peu relatives à la précarité, en quelque sorte, donc la proportion de personnes qui ont de l'assistance sociale, les personnes seules, familles monoparentales, les conditions de vie. Donc, j'ai des données de recensement sur l'état des logements, donc les logements qui nécessitent des réparations majeures, les logements de taille insuffisante, etc., qui sont importants dans un contexte d'adaptation au changement climatique aussi. Mais c'est peut-être pas relié directement au risque associé aux feux de forêt ou autres, mais c'est le cas notamment pour les risques d'inondation. Ensuite, l'immigration, la population vieillissante, donc le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus dans ma communauté, et l'isolement, donc les personnes seules, les familles monoparentales, etc. Pardon, j'ai deux fois ces données-là, mais tout ce que je peux dire aussi sur la population vieillissante, c'est important aussi en termes d'évacuation, par exemple, pour les feux de forêt. Donc, est-ce qu'on a une population, un nombre de personnes âgées de 65 ans et plus élevé parmi la population ou non? C'est des éléments importants à considérer dans des stratégies d'adaptation au changement climatique. Donc, en conclusion, donc la pertinence de revisiter les relations communauté-forêt prend vraiment tout son sens dans un contexte d'adaptation au changement climatique. Puis pour moi, en fait, cette réflexion-là va m'avoir permis de réviser là, les critères d'identification des communautés forestières, puisque ceux-ci sont vraiment importants dans une optique d'élaboration des politiques publiques. Je tiens à remercier différents partenaires qui ont permis, qui m'ont appuyé pendant mon doctorat, puis pour ce stage-là. Je veux dire un merci aussi plus particulier à Yann aussi, Yann Boulanger, qui m'a beaucoup, qui est chercheur au Centre de foresterie des Laurentides, qui m'a beaucoup appuyé pour la collecte des données. Donc, un merci tout spécial à Yann et un autre merci tout spécial à Solange. Moi, j'ai la chance d'avoir une équipe d'encadrement vraiment extraordinaire, donc des directeurs avec Guy et Frédéric qui m'offrent un appui sans faille. Mais au-delà de l'encadrement dans le cadre académique, j'ai vraiment apprécié l'opportunité qui m'a été donnée d'avoir maintenant une mentor, quelqu'un qui s'intéresse à des questions dans mon domaine. Donc, merci beaucoup, Solange, pour les échanges fort enrichissants. Et je vous laisse avec, on va avoir inclus une liste de références à la toute fin.
Donc, Merci beaucoup, Annie. Merci, Solange. Pour ceux qui se sont joints tardivement à nous, je m'appelle Véronique Maltais et je vais animer cette période de questions. Mais tout juste avant de passer en mode questions-discussion, j'ai quelques consignes et messages d'intérêt là, à vous donner. Donc, si vous le désirez, là, vous pouvez dès maintenant ouvrir vos caméras. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon, c'est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans quelques instants là, dans le chat. Sachez maintenant pour les habitués des colloques du SCF que le code d'activité se trouve maintenant à l'intérieur du lien URL. Donc, il n'y a pas de code d'activité qui est donné en dehors du lien URL. Et évidemment, vous pouvez poser votre question, si vous avez des questions dans la langue officielle de votre choix, verbalement, tout simplement en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants, puis en sélectionnant l'icône main levée. Puis, je vais me charger de vous nommer. Puis, quand ça sera le cas, là, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Et après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Autre détail important, on aimerait que vous posiez seulement une question à la fois, autant pour laisser la chance au conférencier ou à la conférencière, dans ce cas-ci, de répondre adéquatement à votre question, mais aussi pour laisser la chance à d'autres gens de poser leurs questions. Sinon, il y a toujours l'option de poser votre question par écrit dans la boîte de chat. Donc, sélectionnez l'icône en forme de bulle tout juste en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Et finalement, on vous demanderait de vous identifier clairement en donnant votre nom et aussi l'organisation que vous représentez. Et puis aussi, à qui s'adresse spécifiquement votre question, soit Annie ou Solange, pour faciliter un peu la prise de parole. Donc, dans le chat, je vais mettre à l'instant le lien URL pour l'attestation. Puis, on peut peut-être cesser le partage d'écran pour mieux se voir. Et puis, dès maintenant, vous pourriez rétablir individuellement le son. Donc, voilà. Est-ce qu'on a des questions? Je voyais que dans le chat, il y avait eu une intervention, là. Donc, on a Karine Ankou qui pose la question: Bonjour, pourquoi avez-vous pris le scénario RCP 8,5 %? Donc, j'en déduis que la question s'adresse à Annie. Ça n'a pas été tant ça n'a pas été un choix nécessairement que j'ai fait. Moi, c'est quand je faisais le stage, en fait, au Centre de foresterie des Laurentides. Justement, j'avais plusieurs échanges avec Yann sur le type de données qui existait sur les perturbations naturelles, tout ça. Donc, finalement, ça a été un choix ça a été un choix. J'en ai discuté, puis il me dit j'ai ce jeu de données-là qui est disponible avec scénario à risque élevé. Cela dit, ça serait possible de refaire la même chose avec un scénario à risque moins élevé, à différents scénarios, puis même de regarder comment est-ce que ça va dans mes regroupements éventuellement. Mais je suis encore dans la partie, j'ai pas encore fait cette analyse fine-là de l'exposition au changement climatique, donc c'est des détails que je risque de finaliser là, dans les prochaines semaines. Merci. On a une main levée. Donc, Sarah, vous pouvez poser votre question, puis avant tout, vous nommez l'organisation que vous représentez également. Oui, bonjour, bonjour Annie et Solange. Moi, c'est Sarah Teitelbaum. Je suis prof à l'Université de Montréal en sociologie. En fait, ma question est pour Annie. Je voulais revenir sur, en fait, ta dernière diapo où tu montrais un peu les indicateurs ou les variables que tu voulais utiliser pour plus le portrait social de la communauté. Je ne sais pas si on peut la voir. Parce que je vais la ouais, c'est pas grave. repartager. Je peux juste, je pense que j'en ai quelques-uns en tête, donc c'est pas grave si on peut pas le Oui. voir. Tu sais, tu disais que tu voulais faire quelque chose de descriptif au niveau de la caractérisation des communautés, mais moi, quand je voyais la liste de variables, je voyais qu'il y avait déjà des
un peu des jugements de valeur à prendre sur est-ce que c'est mieux d'être une communauté jeune versus une communauté âgée? Est-ce que c'est mieux d'être Mhm. plus éduqué ou moins éduqué? Est-ce que c'est mieux d'avoir des familles monoparentales ou des grandes familles? Tu sais, il y a toutes sortes de Oui. jugements de valeur quand même qui se posent quand on décide si une communauté est plus résiliente ou moins résiliente au niveau de ces caractéristiques-là. Comment finalement aborder cette question plus de jugement de valeur dans la description de résilience et le lien avec les caractéristiques sociales? Oui, ben c'est une question que, en fait, c'est vraiment une. Merci Sarah pour la question parce que c'est là où j'en suis. Puis c'était dans les dernières discussions que j'avais justement avec Frédéric, mon directeur, parce que pour moi, pour moi, je suis toujours très réticente en termes, quand on parle de capacité d'adaptation, d'avoir un caractère très déterministe, là, de dire que c'est en ayant certaines caractéristiques, ça va faire en sorte qu'une communauté va être mieux en mesure ou non de s'adapter. Donc, je veux éviter ce type de raccourci-là. Cela dit, dans les dernières lectures que j'ai faites, je suis tombée sur certains articles qui me mettaient certains indicateurs, notamment la population vieillissante, l'état des logements. Donc, on commence à avoir un peu plus dans la littérature certains, je ne veux pas dire un consensus, mais on met de l'avant certains critères qui tendent à réduire la vulnérabilité. Donc, ce que je risque de faire, en fait, puis j'ai mis ça rapidement parce que je voulais dire un peu où je m'en allais pour les prochaines étapes, je suis en train de le faire, mais je risque de distinguer des indicateurs plus descriptifs qui, pour moi, l'éducation, je trouve que c'est un peu c'est un petit peu épineux, là. Ça peut, oui, là, c'est sûr que c'est essentiel ou que, ben, je veux pas dire que c'est essentiel, mais c'est toujours mieux peut-être d'avoir une population plus éduquée, mais est-ce que ça va faire en sorte nécessairement qu'une communauté va s'adapter mieux ou non? C'est difficile de montrer ça. Donc, je veux avoir une liste de critères qui sont davantage descriptifs, qui vont permettre aussi aux différentes échelles décisionnelles d'avoir un meilleur portrait aussi de la communauté, mais peut-être d'autres où on semble aller vers un consensus ou qui ont une tendance vers peut-être que ceux-là c'est des indicateurs qui ont démontré dans le passé qu'ils peuvent avoir une influence sur la vulnérabilité ou la résilience envers les changements climatiques. J'aurais tendance à les distinguer, en fait. Puis ça va être beaucoup mieux. Là, je les ai mis rapidement, mais évidemment qu'ils vont être mieux écrits que ça dans l'article, mieux expliqués. Merci. Merci pour votre question. Pour le moment, on n'a pas d'autres mains levées. Dans la boîte de chat, il y a le chercheur, justement, Yann Boulanger, là, qui a ajouté des détails relativement à la question du 8.5, là, du RCP 8.5, relatif à la question précédente de Mme Ankou. Puis, il met aussi un lien là, vers un article. Donc, vous pouvez aller voir ça. On n'a pas d'autres questions dans le chat. On n'a pas d'autres questions. Main levée non plus. Ah, allez-y, Sarah. J'avais une autre petite question, donc j'enchaîne avec celui-là, étant donné qu'il y avait un petit peu de temps. Ma question, c'est, tu sais, quand vous avez fait l'analyse des communautés dépendantes de la forêt et vous avez choisi les réserves autochtones et aussi les parcs, est-ce que c'était à base de illustration? Parce que je trouvais que, tu sais, il y aurait tellement d'autres façons de chercher cette dimension sociale, par exemple récréo-touristique, peut-être même vis-à-vis l'identité autochtone, que des frontières ou des délignations qui sont légales. Donc, je me demande si, par exemple, quand vous allez écrire votre article plus tard,
vous allez l'utiliser plus pour une forme d'illustration qu'il est possible d'aller plus loin à chercher d'autres données, ou finalement si c'est pour dire voici un éventail plus large des communautés dépendantes des forêts au Canada? Oui, bien, pour nous, c'est vraiment une façon de tester une nouvelle méthode pour des nouveaux critères. Puis oui, c'est incroyable le nombre de temps qu'on a passé à essayer à réfléchir à des critères plus, c'est justement pour identifier soit des communautés ou avoir un éventail plus large de relations. Mais on voulait avoir des critères pour lesquels on avait des données aussi à l'échelle du Canada. Donc, c'est certain que si je m'étais attardée à l'échelle du Québec, par exemple, ou à une échelle provinciale ou une échelle plus fine, là, j'aurais eu accès à beaucoup plus de, beaucoup plus de données, mais fallait, puis ce qui n'est pas évident aussi avec les communautés autochtones, tu sais, puis ce qui est normal en quelque sorte, c'est aussi le taux de participation au sondage, aux données de recensement. Parfois, les données sont inexistantes. Donc, ça fait en sorte que je ne l'ai pas nécessairement. C'est pour ça qu'on est allé avec des questions un peu plus spatiales pour régler un peu ce défi-là. Mais il y a sans aucun doute de meilleure façon de le faire que ce qu'on a fait pour l'instant. Mais c'est pas juste pour les questions plus autochtones, pour même les questions de villégiature ou de tourisme. On a essayé de réfléchir à un éventail plus large d'indicateurs, mais il fallait on avait la restriction qu'il fallait que ça s'applique à l'échelle du Canada. Puis, ben, peut-être qu'on a passé à côté de quelque chose, ça se peut très bien, mais ça a été Mais notre moi, limite je vous principale. félicite de l'avoir fait parce que je pense que, tu sais, c'est un premier, puis je pense que Oui. vous avez vraiment identifié quelque chose qui est très sous-développé au niveau de notre compréhension au niveau national. Donc, moi, je trouve que c'est une recherche vraiment intéressante. Merci, Sarah. Alors, merci. Il nous reste encore un peu de temps. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment, par exemple, dans le chat, et on n'a pas d'autres mains levées. Donc, je vais vous laisser quelques secondes encore. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais prendre quelques instants pour remercier Annie et Solange pour votre excellente présentation, votre présentation qui s'intitulait La notion de dépendance envers les forêts revisitées, regard sur les relations communauté-forêt au Canada dans un contexte de changement climatique. En terminant, j'aimerais vous inviter au prochain colloque qui aura lieu dans 2 semaines, donc jeudi le 23 février, et qui s'intitule Un test rapide pour la détection directe de l'infestation du frêne par la grille, science-fiction ou réalité. Le conférencier sera Armand Séguin, chercheur scientifique au Service canadien des forêts de Ressources naturelles Canada. Puis, en terminant, je vous invite à surveiller toujours nos fils d'actualité Twitter et LinkedIn pour en savoir plus. Donc, merci à tous pour votre participation, puis je vous souhaite une agréable journée. Merci Annie, merci Solange. Merci tout le monde. Merci Véronique aussi.